Bienvenue, mesdames et messieurs. C'est le coup d'envoi d'une partie qui va durer 90 minutes et quelques minutes, hein, en gros 95 minutes. Bienvenue sur le terrain donc, des matinales de votre télévision. Merci de nous choisir pour vous réveiller. Les règles du jeu sont simples. Chez nous, il n'y a pas de hors-jeu. Le match se déroule vraiment avec un esprit bon enfant. Il n'y a pas de hors-jeu tout simplement parce que tout le monde est invité à l'image de cette ravissante dame à côté de moi. Bonjour Alix. Bonjour Marco. Comment ça va? Ça va, je vais très bien. Bienvenue donc au stade de votre matinale survitaminée. On espère que vous avez tous chaussé les crampons. Et puis nous sommes là pour en tout cas jouer ce match avec vous. On espère le gagner et aussi gagner votre début de matinée. Vous jouez à quel poste déjà, madame? Je suis gardien. Gardienne de but, oui. D'accord. Alors, on va voir s'il est la transversale donc, de notre très cher ami chargé de la grue. Guy Noël va vous atteindre parce que c'est un grand centreur de coups francs. Et puis aussi les débordements de Christelle Akoussa, débordement sur le côté gauche pour ramener sur le côté droit. Et puis Marco qui reprend de la tête, Christelle Akoussa, toute l'équipe là-haut qui est allée. Et puis notre ami Boga donc, qui s'occupe de la vidéo, oui. Ce qu'on appelle le magicien qui règle toutes les situations carabinées. Comme vous voulez. Voilà. Il a le chic de transformer donc des animateurs au visage endormi en des animateurs lumineux, on espère. Regardez. Et puis on salue également au passage toute l'équipe du maquillage avec Anna Joséphine. Si je ne dis pas son nom, j'ai des problèmes au village de Diekabo. En tout cas, le 23 est officiel. Tout le monde a été cité. Et on n'oublie pas le coach, Zelika Eora. Zelika Eora, le coach qui donne donc les systèmes de jeu et qu'on applique sur le terrain. Allez, on espère que votre semaine débute bien, que vous êtes bien réveillés. En tout cas, aujourd'hui, c'est la Sainte Nina. Ah, Nina, ça c'est un prénom oui, assez sulfureux. Ah bon? Oui, on peut le dire. Oui, généralement, on attribue les noms Nina aux femmes assez confiantes, qui prennent soin d'elles. On parle de Nina, parce que nous, en Afrique, on prononce Nina. On ne dit pas Nina, c'est Nina. Donc, comment il s'appelle le Guy Noël? C'est Nina, c'est pas Nina. Donc, voilà, c'est ça. Nina. On entend Nina aussi dans un quartier assez populaire de la Côte d'Ivoire, un quartier chaud. Elles sont toujours gaies, toujours belles, les Nina, toujours avec un beau teint. Avec un beau teint. Oui. On salue Nina Loukou, donc, à qui on fait un gros bisou, ma fameuse Miss Cocktail d'une autre époque de Matin Bonheur que j'ai beaucoup appréciée aussi. Exactement. À côté de Nina, aujourd'hui, on a Christina, on a Christiane, on a Claire, on a Clairvine, on a Dace, Dasha, Dacia, Elgermel, disons, Engelmer, Eolald, Fulgence, Macrine, Malachi, Nina, Ninoun, Audréric et Audéris. 6h58, mesdames et messieurs, aujourd'hui, 5h58. Pardon, là, j'ai l'heure, j'ai pris l'heure. On a avancé d'une heure. Je me suis cru quelque part là-bas. Allez, aujourd'hui, c'est le 14 janvier. Mais mine de rien, ça passe. Hein. On a l'impression qu'il y a un accélérateur dans le mois de janvier. Vous savez ce qu'il reste encore à décompter? Il nous reste pratiquement encore 3 semaines. On n'a rien fait pratiquement. Il paraît que depuis 3 mois, le mois de janvier a commencé. Allez, aujourd'hui, donc, nous souhaitons joyeux anniversaire à un artiste qui nous a fait danser quand on était petit. Et quand on était petit, lui-même, il était bébé. Ouais. Jordi, regardez son visage aujourd'hui. Oui, le fameux Jordi. Il a grandi. Donc, il avait 4 ans et demi. Ouais, là, il doit avoir 18 ans. Il avait 4 ans, 3 ans et demi, je ne me rappelle pas. Je m'appelle Jordi, oui. J'ai 4 ans et je suis petit. Oh oui, bébé, fais pas ça. Dur d'être un bébé. 14 janvier 1973, grand pilote donc, de Formule 1, Giancarlo Fisichella, pilote automobile italien. Exactement. Et un autre 14 janvier 1956, cette fois-ci, Étienne Dao, auteur, compositeur, interprète. On aura son image là, voilà, en illustration. On n'a pas son image, mais voilà. Celle d'un grand footballeur qui est né du 14 janvier 1955, Dominique Rocheteau, oui, grand de l'époque des Verts, de cette grande équipe qui vraiment a squatté les sommets du football européen. Et puis on a une pensée aujourd'hui aussi pour Daniel Balavoine qui nous a quittés en 1986. Je rappelle qu'il a été repéré par France Gall et Michel Berger, un grand artiste avec une voix assez particulière, décédé dans un crash d'hélicoptère. C'était en 1986 pendant qu'il allait dans une opération humanitaire. Nos pensées vont à lui et à toute sa famille. Exactement, à l'endroit de toute sa famille. On se souvient encore de ces belles mélodies. Ladisa, en l'occurrence, ce bel amour qu'il aura chanté. Sauver l'amour. Qu'est-ce qu'on a sauvé l'amour? On va sauver l'amour, mais sauver le flash aussi avec Régis Kofi qui est là également. Mr. Monday, Tuesday, en tout cas celui de toute la semaine, sauf vendredi. Bonjour Régis. Bonjour Marco. Bonjour Régis. Le flash, c'est parti. Coup d'envoi.
Le coup d'œil de l'actualité nationale de ce lundi. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. La Côte d'Ivoire a présidé le Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de décembre. Une présidence au cours de laquelle 5 résolutions ont été adoptées. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, fait le bilan de cette présidence dans un entretien accordé à Michel Digré. Voici un extrait. Présider le Conseil de sécurité, c'est très important parce qu'il y a un certain nombre de thématiques sur la table. Le premier débat de haut niveau, qu'on appelle le débat présidentiel, que son Excellence le Président de la République a présidé le 5 décembre, a posé le problème suivant. L'importance du lien entre la sortie de crise réussie et le développement économique et social. Vous savez que l'ONUCI est ce qu'on appelle maintenant dans le système des Nations Unies une success story. C'est l'une des rares missions des Nations Unies qui est fermée. Si vous prenez un pays comme la RDC, ça fait 54 ans à peu près que la RDC a une mission des Nations Unies. Celle de Côte d'Ivoire a fermé au bout de 13 ans. Ça paraît long, mais quand vous comparez à celle de la RDC, c'est un succès et elle a fermé. Beaucoup de gens étaient sceptiques sur la capacité de la Côte d'Ivoire à se substituer aux Nations Unies, aussi bien à la police des Nations Unies qu'à la mission d'une manière générale, mais ça s'est fait et ça se fait dans de très bonnes conditions. La paix et la sécurité règnent dans notre pays et c'est cette expérience que le président a voulu partager avec le monde. L'un des principes majeurs auxquels vous teniez au cours de cette présidence, c'était la recherche de la paix, seulement par le dialogue. Est-ce que ce principe a été respecté tout au long de ce mois? Mais vous savez, nous, on a reçu un vaccin de Fauboigny. Hein. C'est le dialogue au service de la paix. On a toujours été dans cette posture. Ça nous a parfois provoqué quelques inimitiés. Mais le président de la République a été ferme. Il m'a dit, Marcel, toute résolution qui peut déboucher sur un conflit ou encourager des belligérances, on ne s'y associe pas. En définitive, êtes-vous satisfait de la présidence de la Côte d'Ivoire pour ce mois de décembre-là? Préparer une présidence d'un pays, au Conseil de sécurité, c'est pas facile. Ça a été une expérience haletante, intéressante. Je crois qu'on a réussi. Je le dis à cause des retours que nous avons. Des membres permanents et non permanents qui nous ont félicités, des pays membres de l'Organisation des Nations Unies, beaucoup nous ont félicités, et j'ai donné des éléments objectifs. Hein. Je vous dis, la moyenne de résolution par mois de présidence, c'est 4,5 quand on fait une moyenne. On a fait adopter 5 résolutions, dont 3 à l'unanimité, 2 par consensus. Disons que moi, je suis à la tête d'une équipe. C'est toujours un travail d'équipe, et c'est vrai que j'ai été très honoré que le président, à 2 reprises, je crois, face aux diplomates d'abord, et puis ensuite face aux hommes d'affaires, nous ait félicités. Voilà, c'est un entretien à suivre en intégralité ce lundi sur RTI 1. Les 2e journées africaines de l'écologie et des changements climatiques sont prévues du 18 au 22 mars prochain. Le lancement de cette activité a eu lieu vendredi aux 2 plateaux. Issa Yeo nous en parle. L'Afrique émet moins de gaz à effet de serre. Malheureusement, c'est le continent qui subit le plus les effets du réchauffement climatique, selon les experts de l'environnement. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. Depuis l'année dernière, des journées africaines de l'écologie et des changements climatiques, JIFAC, ont été initiées pour sensibiliser l'opinion. Nos parents, dans les villages, continuent de souffrir, de payer le lourd tribut de la destruction de nos forêts, de la perte de notre biodiversité. Il est temps que des initiatives puissent aller sur le terrain. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qui existent au Burkina, au Mali, au Bénin. Pourquoi aller chercher si loin ce qui se trouve si près, chez nous en Afrique? Donc l'idée pour ces journées, c'est de partager les expériences. Nous sommes un pays qui a une vision, qui a une stratégie qui a été mise en place avec beaucoup de succès. Aujourd'hui, nous voulons partager avec nos frères de Côte d'Ivoire cette belle expérience. La Côte d'Ivoire reste disposée à prendre sa place dans la lutte contre le changement climatique, selon le ministre Kabagnali et le professeur Seka Seka. Le gouvernement a décidé d'intégrer fortement l'ensemble des exigences environnementales, énergétiques, écologiques, forestières dans ses plans nationaux de développement.
De plus, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a entrepris un ensemble d'actions visant à réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. La Côte d'Ivoire a affiché ses ambitions en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable au niveau national à travers 4 actions, à savoir l'amélioration de sa gouvernance climatique et environnementale, fondée notamment sur notre contribution déterminée au niveau national, l'enclenchement du processus de création d'un fonds national climat, l'adoption d'un plan national d'adaptation au changement climatique, la mise en place d'un système de qualité des données et des indicateurs de prise en compte de l'environnement dans les futurs plans nationaux de développement. Les deuxièmes journées africaines de l'écologie et des changements climatiques sont prévues du 19 au 22 mars prochain à Abidjan. Depuis vendredi, une forte délégation du cercle de Kolondiéba au Mali est à Tingrela en Côte d'Ivoire. Objectif, trouver des solutions aux conflits frontaliers entre les deux pays. Ami Sissoko. Le foncier, le vol de bétail, la difficile cohabitation agriculteurs-éleveurs, l'orpaillage clandestin sont quelques problèmes qui minent la frontière ivoiro-malienne longue de 532 km. D'où la mise à mal de la cohésion sociale. Souvent quand ça chauffe, ils prennent les bœufs pour traverser à la frontière, mais quand le convoi ne vient pas, alors ils ont cassé nos cultures. Et on va faire des mal. Le sous-préfet fait son mieux, mais on ne trouve pas de solution. Un villageois ivoirien peut quitter, aller demander un champ pour cultiver. Après ce dîner, plante des acadiens. 2 ans, 3 ans, donc il va chercher la paternité de la terre. Et c'est ce qui cause d'énormes problèmes. Pour amener donc les populations frontalières à régler leurs différends par le dialogue et trouver une solution durable en vue de garantir la cohabitation pacifique entre ces deux peuples, une délégation de plus de 50 personnes du cercle de Kolondiéba dans la région de Sikasso est à Tingrela pour une visite d'amitié et de travail. Elle est composée de représentants de tous les secteurs d'activité. L'atelier de Tingrela a pour objectif de nous rencontrer, mon collègue et moi, pour parler de nos problèmes communs de gestion de la frontière. Il y a des problèmes en arrivant que nous avons trouvés. Il y avait des problèmes, ce sont des problèmes connus, anciens. Et donc nous avons convenu pour restaurer un climat de paix et de cohésion, voilà, d'être proactif, d'anticiper sur les situations. Après 3 jours de travaux, il ressort entre autres le recours systématique au dialogue pour la gestion des problèmes dont les seuls interlocuteurs restent les autorités officielles, le recensement exhaustif de tous les éleveurs de part et d'autre, l'harmonisation des tarifs douaniers et des coûts de vaccination. Reste maintenant aux 2 parties prenantes de veiller au respect scrupuleux de ces accords concertés afin de prévenir d'éventuels conflits entre ces 2 peuples condamnés par l'histoire à vivre ensemble. Voilà, c'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. Exactement, 6h30 ou 6h26, on aura la météo. Puis, exactement, je donne l'heure parce que sur un terrain, on a dit qu'on est sur le terrain, il faut donner le timing. À moins d'aller. Vous êtes l'arbitre, on dirait, sur le terrain. La VAR, je sollicite la VAR. Okay. C'est 6h27 minutes. 30 secondes. Ok, donc on aura la météo, puis Régis, on vous retrouvera donc à 6h30, exactement. Et nous aujourd'hui, vous savez qu'il faut faire du sport, on le dit, on le redit et on le redira encore. Il faut toujours prendre soin de son esprit et de son corps. Donc gardez le petit circuit au poids du corps. Le coach Cyril Niamké s'occupe de votre fitness ce matin. Bonjour tout le monde, c'est Cyril Niamké. Petite session aujourd'hui d'entraînement pour bien commencer la semaine. On ne va pas utiliser le tapis ce matin, on va juste utiliser le poids du corps. Le poids du corps, votre corps va vous servir d'accessoire pour vous entraîner. Donc, je passe un coucou rapide déjà à Marco et Alix. On va commencer par un exercice très simple. On va tendre les bras, essayer de toucher le côté opposé avec la main opposée. 1, 2, 3, 4, 5, très simple, 6, 7, 8, ce sera des petits exercices pour vous réveiller un peu. On va avoir 20 répétitions. 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va faire des jumping jacks. Toujours à 20 répétitions. Donc je vous rappelle qu'on doit faire 6 exercices au total. Allez, on compte jusqu'à 20. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Parfait. Prochain exercice, le troisième. Après, il va en rester 3. Le troisième, on va mettre les mains au niveau de la poitrine et donner des coups de pied devant. Vous visez toujours la hauteur du menton. Allez, 1, 2, on alterne. 3, 4, 5, 6, toujours 20 répétitions. N'oubliez pas de vider l'air. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. Le prochain exercice, on va juste chercher à toucher le sol et se redresser. On va toujours à 20 répétitions. Donc on va toucher avec une main et après alterner. On pense à descendre en squat. On fait un petit squat et on se redresse. Juste ce petit mouvement là. 1, 2, comme si on allait chercher quelque chose au sol. 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas de fléchir les jambes. 9, de garder le dos bien droit. 10, 11, 12, 13, 14, à 20, 15, 5 répétitions, 17, 18, 19 et 20. Encore 2 exercices. On va courir sur place maintenant. Mettre les mains au niveau de la taille, faire un mouvement avec les bras et terminer avec les jambes. Allez, go. 1, 2, 3, 4. Petite course. Sur place. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va terminer par le dernier exercice. Ça sera de petits sauts. On va descendre en squat, tendre les bras au maximum et remonter sur la pointe des pieds. On le fait ensemble, allez, 20 répétitions. Bon, cette fois-ci, on va à 30 répétitions, comme c'est le dernier exercice. Allons-y ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. Petit squat, on remonte sur la pointe des pieds. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez 30, courage, 7, 8, pour bien vous réveiller ce matin, 9, 10 et bien commencer la semaine, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, encore 10, allez courage, 1, 2, 3, n'oubliez pas de respirer, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parfait. Les exercices sont terminés. C'est un lundi qui commence. Il faut que vous commenciez la journée avec le plein d'énergie et le plein de motivation. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je passe l'antenne à Marco et Alix. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup, coach. On récupère l'antenne avec beaucoup de plaisir en ce lundi 14 janvier. Oui, je sais que ce n'est pas facile, que nous sommes seulement au 14 janvier, mais nous, on a le droit et on a le devoir de vous booster. Hein. Ne vous en faites pas. On va mettre un accélérateur pour que ce mois de janvier finisse. Albert Einstein, pensez de ce grand mathématicien, physicien, scientifique du 19e et 20e siècle. Il y a la valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Je répète parce que c'est très important et ça touche tout le monde. La valeur d'un homme, homme avec grand H, c'est-à-dire femme ou homme dedans, c'est sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Allez, il est 6h15. C'est l'heure pour nous maintenant de recevoir celui qui va nous permettre d'aller sur la route. Mais avant d'aller sur la route, ça ne vous dit pas une petite promenade dans les rues d'Abidjan? Pourquoi pas? Allez, d'accord? Oui, allez, mettez le contact, mettez le contact. C'est parti. Pas de problème de batterie. On y va. Ça va. Point route, c'est parti. Allez. Première voix à nous accueillir pour ce lundi 14. Voilà. Accélération. Alix qui accélère. Elle est sur non, je suis modérée. Je suis sur le latrier avec plusieurs autres véhicules. Attention, elle s'arrête au feu. Voilà. Le feu est bien rouge, hein, mais bon, il est rouge pour... tout le monde. Voilà. Pour à côté. Allez.
Deuxième virage, et on va maintenant du côté du De Gaulle avec cette belle vue, on ne le dira jamais assez, magnifique vue, imprenable donc d'Abidjan, tout ça, du plateau de Treichville, de Koumassi, tout ça, d'Anoumambo aussi. Merci d'être avec nous ce matin, de nous regarder. Le temps est beau sur Abidjan, pour le moment en tout cas. Encore du pont du plateau, on ira à notre pont, l'échangeur de Marcory, et voilà. Circulation plutôt inexistante, mais en bas, on a quelques véhicules, hein, ça passe. Et puis, ils m'ont dit qu'ils ont tenté, on me dit dans l'oreillette qu'ils ont tenté d'enlever le drapeau, mais le vent a joué contre eux. Mais bon, il faut laisser la nature la prochaine tentative sera la bonne. Exactement. On va enlever ce drapeau rouge. Hein. Tant qu'il ne gêne pas, hein, il peut rester même. C'est rouge quand même comme drapeau. Rouge quand même. Allez, est-ce que le drapeau rouge est également sur nos routes? Aujourd'hui, avec notre spécialiste de la sécurité routière, nous allons parler de ces personnes vulnérables sur les routes. Qu'est-ce qu'on entend par personnes vulnérables? On a un jingle, très cher Christelle Akoussa. Merci beaucoup. Oui. On y va. Et voilà, de retour, on va ici garer sur notre studio et puis recevoir Monsieur Ekou. Bonjour. Bonjour Alice, bonjour Marcel. Alors, vous parlez de sécurité routière avec nous depuis maintenant le début. Aujourd'hui, on parle de la sécurité des usagers de la route vulnérable. Qu'est-ce à dire? Très souvent, on me pose la question de savoir s'il est vrai ou faux qu'un piéton n'a jamais tort dans un accident de la circulation. Ah oui. Ouais. Et ça me permet de rappeler le principe... Ah, c'est une grande problématique. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Mais ça permet de rappeler le principe de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a des passagers, il y a des usagers plutôt de la route qui, en fonction de leurs conditions physiques sur la route, sont moins protégés que d'autres. Voilà, donc les piétons, les cyclistes, les motocyclistes aussi. Les charretiers. Les charretiers également. Donc, il y a cette catégorie de personnes-là qui physiquement sont moins protégées que les automobilistes, qui ont déjà une carrosserie assez rigide et puis conçue selon des règles de sécurité, mais qui en plus ont la ceinture de sécurité, le airbag, ainsi de suite. Donc ces usagers-là sont considérés par le code de la route comme des usagers vulnérables. Donc ils sont soumis à un plus grand risque de collision, parce que soit ils sont négligents, ils connaissent moins le code de la route, et lorsqu'il y a les collisions, ils sont soumis à un plus grand risque de traumatisme. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'ils sont vraiment vulnérables et qui appellent qu'ils soient protégés. Monsieur Ekou, on parle de vulnérabilité. Moi, il y a une question qui me vient tout de suite en tête. Vulnérabilité en agglomération, vulnérabilité en race campagne. Est-ce que c'est les mêmes personnes? Et exactement, c'est la même catégorie de personnes, sauf que la dangerosité de la situation va varier et la gravité va s'emporter. C'est pratiquement la même situation. Il y a 3 catégories d'usagers vulnérables. Les piétons, donc qu'ils soient... à peine qu'ils descendent du véhicule, donc ils quittent son statut de passager à piéton, ils deviennent vulnérables. Les cyclistes. Et puis bon, et en race campagne, ils sont encore plus vulnérables parce qu'ils ont des pratiques, des habitudes qui font qu'ils ignorent pratiquement. Il y a une méconnaissance totale pratiquement du code. On a vu tout à l'heure les bergers, les pasteurs, les bergers qui viennent, c'est pas évident. Vraiment, on espère qu'ils vont rester dans les champs parce qu'au-delà. Non, mais parce que des fois, vous êtes traversés comme ça, brusquement. Et dans le code de la route, on prévoit aussi que les usagers vulnérables rencontrent les animaux. Donc voilà. Usagers vulnérables des animaux. Parce que quand le préjudice est causé, il y a des panneaux, attention aux bovins, vous avez vu ça, non? Oui. C'est passible de sanction quand on renverse un troupeau? Oui, exactement. D'accord, il faut faire attention à tous les troupeaux. Attention aux bovins, c'est ça. Autant prendre les premiers à les... Enfin bref. Il passe à la casserole, mais bon, voilà, c'est le cycle de la vie, la chaîne alimentaire, comme on dit. Quelles sont les dispositions essentielles du code de la route pour la circulation des usagers dits vulnérables? Le code de la route va prévoir 2 catégories de dispositions. D'abord, celles qui vont s'appliquer directement aux usagers eux-mêmes et puis ceux qui vont s'appliquer aux automobilistes. On va particulièrement insister aujourd'hui sur le cas des piétons et peut-être la semaine prochaine sur les cyclistes et motocyclistes. Très bien. Mais le premier principe qui s'applique aux automobilistes et ceux qui sont moins vulnérables, c'est le principe de la prudence accrue. Le code impose aux automobilistes d'observer la plus grande prudence vis-à-vis d'un usager vulnérable. La règle, c'est simple, c'est-à-dire le plus fort protège les plus faibles. C'est un peu le principe. Et c'est par exemple dans ce principe-là qu'on va dire, par exemple, dans le code de la route, quand vous voulez dépasser un usager vulnérable, vous devez au moins observer une distance d'1 mètre entre votre véhicule et l'usager vulnérable du côté latéral. C'est-à-dire que la portière doit être au moins à 1 mètre de lui. Donc, s'il arrive que il doit traverser, qu'il est au bleu de la route et que vous ne pouvez pas le dépasser, vous vous arrêtez, vous le laissez passer. Si le piéton il est déjà engagé au feu vert... On s'arrête sur les autoroutes où il y a une vitesse c'est la deuxième disposition qui concerne les usagers vulnérables. Il est formellement interdit aux piétons de circuler sur l'autoroute. Ça, c'est le code de la route qui le dit. Très bien. Donc, les usagers vulnérables ne circulent pas. C'est pourquoi sur les autoroutes, il y a toujours des ponts piétons
Et il y a des échangeurs pour leur permettre de passer. Donc le code interdit, c'est même une sanction. Sur les autoroutes réglementaires. Merci, parce que les autoroutes sont réglementées. Quand on voyage... les voies express ne sont pas des autoroutes, mais les autoroutes sont réglementées. Il est interdit aux usagers vulnérables de circuler sur les autoroutes, à commencer par les piétons. Ok, alors sur les routes normales, par contre, on assiste au diktat des automobilistes. Ouais. Soit dit en passant, aux automobilistes, nous sommes des piétons en Suisse aussi. Ouais. Alors parfois, on a l'impression que le piéton doit traverser rapidement. Normalement, le piéton doit prendre son temps. Il prend son temps. Il prend son temps pour traverser. Il faut même pas klaxonner. Voilà, il faut même lui éviter. D'abord, klaxonner, c'était une infraction. On a déjà vu ça. Il faut lui éviter de paniquer. Donc, il ne faut pas lui mettre la pression, il ne faut pas l'engueuler pour dire c'est ton papa qui a construit la route, comme on le voit souvent. Monsieur cool quand même. Oui, non, mais ça, j'entends ça très souvent. C'est fait qui arrive, tu es stupide. Non, pas du tout. J'entends ça très souvent. Et je pense qu'il faut qu'on leur dise que même si le feu il est vert et qu'il s'est déjà engagé, vous le laissez passer. Quel que soit celui qui a construit la route. Le piéton, il a la priorité sur la chaussée. En fait, il n'a pas vraiment la priorité. Il faut le mettre à l'aise. Vulnérable, voilà, exactement. Il faut le mettre à l'aise. Et du coup, ça le met en situation de priorité. Donc, quand il s'est engagé, et comme on le dit, quand il n'y a pas de passage piéton, le piéton a le droit de traverser à n'importe quel endroit de la chaussée. Donc dès qu'il est engagé, c'est vrai, il s'engage des fois au feu vert. Ben, je ne demande pas au piéton de passer à tout moment au feu vert, hein, parce que ça devient agaçant. Mais Monsieur il faut vite, oui. On va faire une émission spéciale sur les jurons des automobilistes. Les expressions. Les expressions, mais ça, franchement, on va Il y en a d'autres aussi. Hein. Il fait Miss sur la route. Il fait Miss sur la route. Alors, cela nous envoie la question, que faire pour ne pas mettre les usagers vulnérables en danger? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Pour les automobilistes surtout, pour les automobilistes, respecter le principe de prudence accrue va demander deux éléments. Communiquer beaucoup et ça va aussi on va inviter les uns des autres à se respecter mutuellement, ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut communiquer. On a l'impression qu'il vous a vu et qu'il fait exprès. Non, c'est peut-être pas le cas. C'est comme le téléphone. On a intégré le téléphone au volant pour les conducteurs, mais les mêmes effets du téléphone se font observer sur les passagers. Quand il a le téléphone à l'oreille, il n'est pas très, très vigilant. Donc, il faut communiquer, des jeux des phares ou bien peut-être lever la main quand on a arrêté. Mais il faut éviter, comme on a dit, de l'engueuler. Il faut aussi le respecter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il fait forcément exprès. Il a besoin de traverser. Le principe, c'est qu'on partage la route avec d'autres usagers. Donc, il faut se respecter mutuellement. Et puis, bon, pour les usagers eux-mêmes, c'est tous ceux qui accompagnent les enfants. Puisqu'il faut vraiment être ce regard-là, il faut observer, il faut être prudent. Il faut être sûr. Le code demande que le piéton ne puisse s'engager sur la chaussée que lorsqu'il est sûr de le faire sans danger. Donc, il faut vraiment prendre le temps de vérifier qu'il n'y a pas de danger avant de vous engager. Voilà. Ah oui, parce que aussi on remarque d'autres choses. Hein. Alors, quelles sont les sanctions en cas de non-respect de ces usagers vulnérables? Oui, bon, on va franchement, bon, pour les piétons, comme je l'avais dit, la circulation est interdite. Le risque aussi va se faire sentir au niveau. Il y a des sanctions même qui vont être civiles au niveau surtout de l'assurance, qui vont aggraver votre responsabilité parce que vous n'avez pas été assez vigilant, ainsi de suite. Il va y avoir aussi des sanctions pénales qui sont les sanctions contre le cours de la route, les contraventions et en cas de délits et crimes. C'est ça? C'est bien. Alors, et quand vous êtes automobiliste, il y a une panne, vous êtes obligé de descendre. Là, vous êtes automobiliste il y a 2 minutes et après, vous êtes piéton. Oui. Vous êtes piéton. La situation, c'est une très bonne situation puisque c'est une situation auquel on est confronté. Ça fatigue beaucoup nos assureurs. C'est-à-dire que quand il est en train de faire une manœuvre, soit changer une roue, il n'est pas dans la situation de piéton en tant que tel. C'est l'automobiliste qui est en train d'agir. Ah, d'accord. Okay. Hein? Voilà, il descend. Parce que la situation de conduite exprime que même quand on est à l'arrêt, quand on est stationné, qu'on est dans sa voiture, on est encore en situation de conduite. Donc quand il descend, juste parce que la situation du véhicule l'impose, il est dans sa situation d'automobiliste, il doit soit changer une roue, soit régler une situation, il va juste rapidement, c'est l'instance de quelques secondes, il va remonter dans le véhicule. Par contre, quand il va descendre, quand il a bien garé, il s'est stationné dans les règles qu'il va traverser, il devient piéton à ce moment donné. C'est pareil pour je vois le mini-car, c'est pareil pour le passager. Dès qu'il va descendre, il devient piéton. Mais quand il est dans les passagers, il a la protection de la carrosserie. Donc c'est le lieu d'inviter par exemple nos transporteurs que ce n'est pas parce que le feu il est rouge qu'on veut profiter d'un instant il y a les images qu'on voit là, voilà. Comme sur les images. Et là, par exemple, le piéton, plutôt que de traverser la bande blanche, ils vont traverser des part et d'autre de la chaussée. Il faut les inviter à comprendre que c'est fait pour eux. Le piéton, il a l'obligation d'utiliser les voies qui ont été dressées pour lui. Des fois, ils utilisent des raccourcis tout simplement. Ils se disent que bon, je ne vais pas faire le détour, le grand détour. Et il y en a même des fois aussi. Slalom entre les voitures. Voilà. Ils traversent au feu rouge. Quand le feu est vert, ça ne leur dit rien. Mais dès que c'est rouge, c'est là que tout le monde veut traverser. Malheureusement. Comment comprendre ça?
cette population est vulnérable parce que franchement, on n'a pas eu l'occasion de leur expliquer les règles de code de la route. Pour eux, ils traversent pour traverser. Et ils ont l'impression que, comme on parle de vie humaine, ils sont plus importants, il faut qu'on leur donne le plus grand respect. Mais ils oublient qu'il y a des règles qui s'appliquent à eux aussi également. Question de ma réalisatrice Christelle Akoussa. Nos balanceurs des Gbaka, eux, on doit les mettre dans quelle catégorie? Les apprentis. Les apprentis. Un pied dedans, un pied dehors. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ils sont vraiment toujours en mouvement. Ils vont toujours à des gervilles. Chaque seconde, ils changent de statut. Il est dans la voiture, après il est dans lui. Voilà, regardez. Merci Christelle. Alors là, comme ça, on les met dans quelle catégorie? Ça, c'est un exercice. Hein? Oui. Ça, c'est un véritable exercice. Même les rédacteurs des codes ont eu du mal parce qu'on a cité dans le code de la route les taxis compteurs et ainsi de suite, mais on n'a pas pu définir nos transporteurs en commun. Déjà, la preuve, j'avais même posé la question à un rédacteur. Sur la route, non, généralement, par exemple... Des fois, même le véhicule en train de rouler, il a un pied qui glisse là sur la chaussée. On a l'impression qu'au Hollywood, il y a des cascadeurs ici que Hollywood a entendu rater. Sérieusement, je suis d'accord avec. Non, c'est compliqué. Même en matière de surcharge, j'ai demandé un jour à un rédacteur de code, ok, le cas il est rempli à rabord, mais il y a un passager qui traîne sur la portière. Il est en surcharge ou il n'est pas en surcharge? On n'a pas pu me répondre. Donc aujourd'hui, je n'ai pas vraiment la réponse, mais je pense qu'il est plus dans le véhicule que dans la station de conduite. Bon. Il est moitié dedans, moitié dehors. Vous avez raison, il se promène, il est toujours en train de courir, de part et d'autre. Comme disait célèbre homme politique, c'est dehors. C'est dehors. D'accord, on va retenir ça comme solution. Mais oui, il faut statuer là-dessus. Voilà, on vous donne des pistes comme ça, parce que c'est pas évident. Merci beaucoup à vous, monsieur Ikou. Je rappelle qu'avec vous, nous parlions de la vulnérabilité des routes. Mais je vous en supplie la prochaine fois. Les injures. Attends, il y a beaucoup d'injures comme ça, c'est ce que les gens disent sur les routes. Moi, j'entends des choses, je ne comprends même pas. Ah oui, il y a de gros mots, il y a de gros mots qui sortent des fois. Les Ivoiriens sont magnifiques. Des fois, on entend des choses et puis après... Bon. Malheureusement, il y a des enfants des fois aussi, et puis il y a des gros mots, et puis on dit oups. Et puis voilà, et puis on est étonné. Papa, tu as dit un gros mot. Mais maman. Voilà, pas de gros mots ici entre nous, parce que tout simplement, nous devons du respect, bien entendu. Il est 6h27, l'entrée magistrale dans ce studio de Gabrielle Zani, la sœur Gabrielle Zani, qui vient donc dans Instant Vérité tout à l'heure, comme à son habitude, demander et surtout dire ce que les Ivoiriens veulent savoir. Ce sera dans quelques minutes. D'ici là, nous avons le flash avec Régis Mez avant la pub et la météo. Vous êtes à Matin Bonheur. Je suis Alice Kokola en compagnie de... Marcelin Govoy, toujours. Bon, moi je vous laisse. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, la bande centrale et le sud observeront en début de matinée de la bruine ou du brouillard. Le temps sera par la suite faiblement ensoleillé et nuageux dans la bande centrale, mais nuageux au sud avec des possibilités de pluie dans le sud-est et le sud-ouest. La partie nord restera sous l'effet de l'harmattan. Côté température, on observera 25 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 22 degrés dans les villes de Bondoukou et de Boaké. Dalo affichera 23 degrés ainsi que la ville de Dimbokro, 22 degrés à Gagnoa, 20 degrés à Korogo, 19 degrés à Mans, 18 degrés à Odéné. Ce sera par ailleurs la température minimale, 25 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra et Tabou et 23 degrés dans le district de Yamoussoukro. Au cours de cet après-midi, la moitié nord du pays connaîtra un temps ensoleillé, brumeux, poussiéreux et sec. Les vents humides s'imposeront dans la moitié sud et favoriseront le développement de denses nuages qui, eux, donneront des pluies et des orages, notamment dans le sud-est du pays. Le mercure affichera au cours de cet après-midi 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, Boaké et Daloa. À Dimbokro, on notera 35 degrés, 34 degrés à Gagnoa. Korogo affichera 35 degrés, 30 degrés à Mans. À Odéné, on notera 35 degrés, 31 degrés à San Pedro et à Sassandra, 30 degrés à Tabou et 33 degrés à Yamoussoukro. MTN, everywhere you go.
Le retour de l'actualité dans Matin Bonheur, cette fois consacré à l'Afrique. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Après les résultats de la présidentielle contestée en République démocratique du Congo, le président de la communauté de développement d'Afrique australe appelle à un gouvernement d'union nationale en RDC pour restaurer, dit-il, la confiance. La SADC s'est engagée ou alors s'est également prononcée pour un recomptage des voix. À Douaicher, dans la banlieue populaire de Tunis, des jeunes Tunisiens préparent un spectacle marquant le 8e anniversaire de la Révolution. Un anniversaire au goût amer, car si la Tunisie est le seul pays à poursuivre sur la voie de la démocratisation politique après le printemps arabe, le pouvoir économique reste concentré dans les mains d'une élite. Au Soudan, les forces anti-émeutes ont tiré des gaz lacrymogènes hier pour disperser des manifestations à Khartoum et au Darfour où des rassemblements ont eu lieu pour la première fois depuis le début d'un mouvement de contestation contre le pouvoir. Et puis l'armée camerounaise a neutralisé 7 assaillants au cours d'une opération de reconnaissance offensive samedi à Alaboukam, près de Bamenda, dans le nord-ouest du pays. L'opération a permis la destruction d'un camp de combattants sécessionnistes. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7 h pour un autre développement de l'information. A tout de suite, Régis. Et nous sommes de retour avec vous et toujours dans cette matinale. Très heureux d'être là. D'ailleurs, c'est lundi. Et lundi, vous savez qu'il faut se motiver, n'est-ce pas? C'est la janvier, c'est vrai, mais bon, il faut maintenir son énergie au top et puis rester concentré, boosté sur ses objectifs. Notamment les lundis, on se fixe les objectifs et au cours de la semaine, on les atteint jusqu'à arriver au vendredi. Et puis les objectifs, on ne peut jamais les atteindre rapidement. Hein. Ouais, c'est progressif. Comme le disent les anglophones, step by step, pas à pas, petit à petit. Et puis il faut se concentrer, comme le dit toujours mon ami Delors Inabo, sur un objectif à la fois. Il ne faut pas vouloir imiter l'un ou imiter l'autre. Hein. Il faut être soi-même. C'est ça. Exactement. Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il faut aussi avoir des réserves et toujours rebondir. Et justement, nous aujourd'hui, lundi motivation, on s'occupe de vous avec la coach Ina Kanouté. Elle vous donne les éléments pour vous réveiller et réveiller votre potentiel. Et si tu osais sortir des sentiers battus aujourd'hui, et si tu acceptais de plonger dans la mare de la vie, décider simplement de prendre le pouvoir ce jour et tu verras la différence. Et quand on te dira non aujourd'hui, décide tout simplement de ne pas comprendre le sens de ce mot. Parce qu'un non est la route toujours vers un oui. Quand ta chaîne sautera à la dernière minute, pense que c'est un excellent signe de l'univers afin que tu mettes la tenue appropriée pour cette journée. Quand l'embouteillage menacera ta bonne humeur, dis-toi qu'il en faut plus pour te faire changer d'humeur. Tu es plus. Tu peux toujours être plus. Quand ton dossier te prendra la tête, sache que les défis compliqués sont pour les personnes de qualité. Et voilà une autre occasion de croître. Les factures sont nombreuses en attente. Bien sûr, les SDF n'en ont pas eux. Alors quelle chance pour toi. La caissière t'a mal accueilli au guichet. Pauvre dame, elle peut avoir des soucis, mais cela ne changera pas ton humeur du jour. Ton interprétation des situations est avant tout ton pouvoir. Les bonnes décisions dépendront étroitement de ce que tu vas te mettre en tête. Les bonnes décisions, c'est à toi que ça appartient. N'oublie pas que ce choix est dans tes cordes et que personne ne peut te le prendre sans ta permission. Tu ne dépends pas des événements, mais de l'interprétation des événements que tu choisis. Les réactions qui vont s'ensuivre définiront forcément ton résultat. Alors, prends le pouvoir ces jours. Ose aller vers ton destin. Ose. Merci beaucoup à notre coach Ina Kanouté. La société civile à la tête de la commission électorale indépendante, le consensus nécessaire. Trop souvent, dans nos pays en voie de développement ou en voie d'émergence, c'est selon les élections constituent vraiment un vrai problème.
Or, avant les élections, les peuples sont vraiment fraternels, on est content, on est heureux. Mais lorsqu'il y a une élection, après, pendant, avant, on est stressé, on a beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Suivez mon regard dans d'autres pays, du côté plus austral de notre continent. Alors, la question, M. Sendou Bamba est le coordonnateur de la POESI, c'est la plateforme de la société civile pour l'observation électorale en Côte d'Ivoire. Est-ce que on doit donner les rênes de nos élections à cette société civile-là? Quel est son avis dessus? Eh bien, c'est l'invité qu'a trouvé pour nous Gabriel Zani. Il est sur notre plateau. Ce sera dans quelques instants le temps d'installer notre dispositif. Nous allons faire un petit point en route. Petit suspense. Allez, regardez, la trille. La trille, voilà. Et puis, on a actualisé pour vous. Donc, vous voyez avec nous que la circulation a bien démarré. Les Wawans sont à pied d'œuvre pour vous mener à vos différents lieux et de service, de travail. Voilà. Alors, le pont de Gaulle, toujours de mise avec cette belle vue de notre capitale économique, le pont de Gaulle. Normalement, la circulation est assez cool. Voilà, ça va pour le moment. Voilà, vous pouvez regarder Matin Bonheur encore. Actualisé, voilà. Vous pouvez regarder Matin Bonheur encore, il y a un peu de place sur la route. Et on finit avec... On terminera avec l'échangeur de Marcory. Avec la complicité de Christelle. Merci beaucoup. Drapeau toujours avec un vent intense dehors. Il faut aussi se protéger à l'armatan, toujours demi. Et sur les voies, c'est tranquille. Instant vérité, mesdames et messieurs. Passage incontournable de ce grand match de chaque lundi que nous jouons sur le terrain de la matinale. Merci d'être avec nous. Gabriel Zani, on vous passe le relais. Alors Marco, c'est bien de me passer le relais. Je suis ravie de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. La société civile, présidée la CEI, la Commission électorale indépendante, ce n'est pas une première en Côte d'Ivoire. La Commission nationale électorale, la CNE, l'ancêtre de la CEI, était dirigée par Honoré Guier en 2000, avec un bilan mi-figue, mi-raisin, selon certains observateurs. Mais depuis l'annonce de la tenue du dialogue politique, pouvoir-opposition le 21 janvier prochain, avec au centre des discussions la réforme de la CEI, partis politiques de l'opposition et société civile se concertent. Les premières orientations indiquent une volonté de voir une personnalité de la société civile diriger la CEI. Pourquoi la société civile doit-elle présider la CEI? Quel est le bilan de la première expérience de la société civile à la tête de l'institution? La prédominance de la société civile au sein de la CEI peut-elle éviter sa récupération politique? La société civile peut-elle apporter quelque chose de nouveau à la CEI? Mesdames et messieurs, pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui à Instant Vérité Sendou Bamba, coordonnateur de la POESI, la plateforme de la société civile pour l'observation électorale en Côte d'Ivoire. Bonjour Sendou Bamba. Bonjour madame. Alors, la POESI, la plateforme de la société civile pour l'observation électorale en Côte d'Ivoire, est créée en 2014. Cela fait 5 ans d'existence. Alors, quel est votre diagnostic sur l'organisation des élections depuis la création de la plateforme? Merci. Je crois que depuis la mise en place de la POESI en 2014, qui a une histoire, puisque nous avons tiré les leçons de l'élection présidentielle de 2010, nous nous sommes dit que les organisations de la société de manière individuelle n'arrivaient pas à influencer le processus. D'où il était important de se mettre dans une plateforme pour pouvoir influencer le processus de manière positive et faire en sorte que les populations aient confiance au processus. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2014. Nous avons observé les différentes étapes du processus. Quand je dis les différentes étapes, nous commençons par la révision de la liste électorale, l'analyse des différents textes, les différents scrutins organisés depuis 2015. D'accord. Alors, donc, quand vous avez regardé, observé les différentes étapes du processus électoral, alors, quel est votre diagnostic? Le diagnostic que la POESI fait depuis l'observation que nous avons eu à mener, c'est que techniquement, la commission a évolué. Mais les difficultés résident au niveau des commissions locales. Et l'autre difficulté que nous avons identifiée, c'est au niveau de l'intégrité de certaines personnes qui animent certains instants de la commission électorale indépendante. Donc pour nous, également, le diagnostic que nous avons fait, c'est au niveau des textes. Aujourd'hui, il y avait un consensus au niveau de la CEI en 2014. Ce consensus est rompu par certains acteurs. Également, les textes qui régissent les élections sont à révisiter. Alors quand vous dites le problème au niveau de la CEI consiste à vérifier peut-être l'intégrité de certaines personnes qui la composent, vous le dites quoi?
Parce que quand vous prenez les commissions locales, des gens occupent des fonctions sans bien comprendre ce qu'ils ont à faire. Et leur situation, leur comportement laisse à désirer, et c'est ce qui met le doute sur tout le processus, le travail qui est fait. Parce que nous, quand nous analysons le processus, certes, il y a une commission centrale, mais le plus gros boulot est fait par les commissions locales. Et à ce niveau, les gens, par moment, n'ont même pas la compétence, n'ont même pas le niveau nécessaire pour faire ce travail-là. Et alors, donc, à qui la faute finalement? Aux partis politiques, parce que la commission actuelle est composée au plan local de 9 personnes. 4 la mouvance présidentielle, 4 de l'opposition et 1 représentant du corps préfectoral. Et nous constatons que dans le fonctionnement de ces commissions, généralement, c'est le représentant du préfet qui joue un rôle important, qui joue souvent le rôle de secrétariat. D'accord. Donc, dans ce que vous venez de dire, cette composition-là, on ne voit pas la société civile. Pourquoi? La loi qui a été adoptée en 2014 a fait au niveau de la commission centrale 17 membres, dont 4 de la société civile, dont 2 religieux, un du barreau, 1 de la organisation de la société civile, c'est-à-dire 1 des ONG des droits de l'homme et de la démocratie. Mais au plan local, la société civile n'existe pas. Nous avons 9 membres, 4 de la mouvance présidentielle, 4 de l'opposition et représentants du corps préfectoral. Donc voilà pourquoi nous disons qu'il faut revoir le texte qui régit les élections en Côte d'Ivoire. Donc ce sont les partis politiques qui, vous avez dit, la faute revient aux partis politiques. Oui, puisque que vous avez dit. Oui, la composition au plan local émane... Est-ce que ce sont les partis politiques qui ont décidé de la composition des CEI locales? En 2014, il y a eu plus d'une consultation des acteurs de la société civile, des acteurs politiques. Et la dernière formule qui a été arrêtée, puisque c'est les acteurs politiques qui prennent les lois, était qu'il faut, au plan national, la commission nationale est composée de 17 membres, donc 4 membres de la société civile. Et au plan local, 9, la société civile n'existe pas. Est-ce que ça, c'est la faute aux partis politiques? C'est eux qui, en dernier ressort, qui ont discuté, puisque nous, après les élections de 2010, nous avons fait une analyse. Oui, en même temps, moi, ce que je veux, est-ce que la société civile elle-même n'est pas fautive de cette situation? Est-ce que vous ne pouvez pas vous faire entendre autrement par les hommes politiques, mais par les partis politiques? Il arrive des moments où les acteurs politiques, même malgré les divergences, arrivent à s'entendre pour injecter la société civile des différents débats. C'est ce que nous avons connu en 2014. Parce que nous, en tirant les leçons du procès de 2010, nous avons estimé que la commission en place était une difficulté pour la réussite de la démocratie et l'organisation des élections de manière parfaite. Mais nous avons fait une proposition de projet de loi. Nous avons fait le tour de l'ensemble des partis politiques, excepté 2 partis, Leader et MFA, en son temps, qui étaient d'avis avec nous qu'il fallait mettre en place une commission technique. Mais malheureusement, le reste des partis ne nous ont pas suivis. Ils ont fait un accord entre eux et au bout des négociations que le ND avait initiées, c'est nous qui avons donné cette commission qui est là. D'accord. Alors, cette commission qui est là, autrement dit, c'est le consensus voulu par les partis politiques et peut-être une petite partie de la société civile. Alors, comment pouvez-vous expliquer qu'aujourd'hui, cette CEI qui est sortie d'un consensus et dont le processus même de configuration a été mené par le NDI. Le NDI, c'est une ONG internationale qui travaille pour le suivi des élections en Côte d'Ivoire, même en Afrique. Alors, comment pouvez-vous expliquer que cette CEI consensuelle est devenue aujourd'hui une CEI contestée par les partis politiques qui, justement, l'ont installée? Le problème de la commission que nous déplorons, c'est l'ossature. Quand je dis l'ossature, la commission électorale indépendante est basée sur les grands blocs politiques. Et cela est une difficulté. Et lorsque les grands blocs politiques connaissent des difficultés en interne, que ça se désarticule, ça joue automatiquement sur la composition de la commission électorale et le fonctionnement. Puisque quand ça se désarticule, les gens ne se reconnaissent plus au consensus qu'ils ont abouti hier. Voilà pourquoi nous demandons de revoir l'ossature de la commission. D'accord. Donc, on va revoir l'ossature directement, là, maintenant. Alors, vous avez dit tantôt que le bureau central est composé actuellement de 17 membres, donc 4 membres issus de la mouvance présidentielle, 4 de la société civile, 4 de l'opposition et 5 des institutions de la République. Alors, il y a 4 des institutions et un représentant du président de la République. Du président de la République. Alors, justement, quel regard portez-vous sur cette composition actuelle, vous? Pour nous, je crois qu'en son temps, l'introduction de l'aspect des représentants des ministères, nous disons qu'il faut revoir la composition à 13. D'accord. Alors, où il y aura une prédominance des personnalités de la société civile
pour faire en sorte qu'il faut dépolitiser la commission, réduire le nombre et à terme avoir une commission technique sans représentant des partis politiques. Alors, dites-nous exactement aujourd'hui, qu'est-ce que la société civile peut bien apporter à la CEI? Puisqu'on a vu une première expérience en 2000, hein, avec l'installation de la CNE, on a vu cette expérience-là, le bilan a été vraiment mitigé. Non, je ne suis pas d'accord avec quand vous dites le bilan est mitigé. Parce que ce sont les observateurs que nous avons interrogés sur la question qui disent que le bilan n'était pas trop clair. On ne peut pas aujourd'hui définir clairement ce bilan-là. Alors expliquez-nous pourquoi vous voulez que la société civile dirige mais préside la CEI. En fait, d'abord, je voulais revenir pour ceux qui disent que le bilan était mitigé. De la COSU à la CNE, l'OSAT, la commission interne, qu'il y avait la société civile et les partis politiques, mais avec prédominance à la société civile. Maintenant, cette commission, elle a fait son travail comme elle le pouvait et elle a eu des résultats probants. C'est ce qui nous a permis d'avoir des élections, même si à un moment donné, les gens n'ont pas voulu reconnaître les résultats proclamés par la commission. C'est ce que les gens appellent mi-raisin. Mais pour nous, ça a été une bonne expérience. Et puisque cette commission, elle a fait son travail, elle a permis une alternance et qui s'est fait, dont les gens n'ont pas voulu reconnaître les résultats, mais qui pour finir ont reconnu les résultats. Et donc pour nous, cette commission a fait son travail. Maintenant, pour la commission actuelle, quel peut être l'apport de la société civile? Pour nous, la société civile peut jouer un grand rôle et permettre de dépolitiser. Parce que le problème, quand il y a des acteurs politiques, il y a le manque de confiance et de suspicion. À part le fait de dépolitiser, hein, entre guillemets, la société civile, qu'est-ce que la CEI, pardon, qu'est-ce que la CEI, qu'est-ce que la société civile peut vraiment apporter, à part ce fait-là? D'abord, s'il y a des personnalités de la société civile qui jouent les premiers rôles au niveau de la commission, ça d'abord inspire confiance aux populations, ça devait inspirer confiance aux acteurs politiques eux-mêmes. Parce que quand la commission qui est en charge des élections inspire confiance, vous voyez qu'il n'y aura pas de crise. Et ça nous permet d'avoir un pays stable et la cohabitation, la cohésion au niveau des populations à la base. Alors, vous savez très bien que l'histoire sur l'ancienne CEI, donc la CNE, raconte qu'Honoré Guillet, qui était le président de la CNE, a été séquestré. Il a été traité durement pour le faire plier. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une personnalité de la société civile ne paraît pas fragile aux yeux de tout ce monde politique? Non, pour ce que je sais, M. Honoré Guillet n'a pas été, il n'a pas cédé. Il n'a pas, certes, il y a eu des militaires qui sont intervenus, mais il n'a pas proclamé des résultats. Non. Si nous avons souvenance, c'est une autre personne qui est venue donner les résultats à la place de ceux qui étaient habilités à le faire. Mama Cheikh Daniel. Oui. Mais en même temps, ce que je suis en train de vous demander, est-ce qu'une personnalité de la société civile ne peut pas paraître fragile? En même temps, Honoré Guillet, il a été arrêté, séquestré. Il a été traité durement, ça tout le monde le sait, l'histoire est encore récente. Oui, nous le savons. Alors, donc, justement, est-ce qu'une personnalité de la société civile peut s'imposer? Voilà. Je crois qu'une personnalité de la société civile peut s'imposer et nous avons des femmes et des hommes capables de s'imposer dans ce pays qui sont en Côte d'Ivoire et à l'extérieur et qui contribuent à aider les autres pays à organiser parfaitement les élections. Alors, si une personnalité de la société civile peut s'imposer, est-ce qu'elle peut résister aux pressions politiques? Oui, elle peut résister, puisque dans d'autres pays, des acteurs de la société dirigent et résistent et arrivent à faire le travail convenablement. Nous avons un pays voisin tel que le Ghana. C'est des personnes de ceux qui organisent des élections. Et ça se passe très bien. Je crois que le problème chez nous, c'est le manque de confiance et de substitution entre les acteurs politiques qui ont toujours tendance à faire comprendre que... c'est le manque de confiance aussi en la société civile. Excusez-moi de le dire. Non, excusez-moi de le dire. Nous savons que la POECI, sur le plan technique, sur le plan financier, est soutenue par le NDI. Ça, on le sait. Alors, donc, cela vous éloigne quelque peu d'une dépendance vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis même d'autres mécènes. Mais pensez-vous que la société civile ivoirienne est assez libre pour prendre cette responsabilité-là? Oui, je crois que la société civile est assez libre, puisque, regardez, quand on prend l'exemple de 2000, il y avait la junte au pouvoir qui avait en son temps désigné M. Honoré Guillet pour gérer la commission. Mais malgré cette désignation, elle a proclamé, elle n'a pas dit que le général était vainqueur des élections. Donc moi, je reste convaincu qu'il y a des hommes et des femmes capables de résister à toute pression et de faire le travail comme il se doit pour stabiliser la Côte d'Ivoire et faire avancer la démocratie en Côte d'Ivoire. Alors, justement, pour faire avancer la démocratie en Côte d'Ivoire, vous avez dit récemment, la POECI, vous notamment, vous avez dit récemment que la réforme de la commission électorale indépendante est devenue une priorité absolue.
Alors, qu'est-ce qui vous fait dire cela? Parce qu'aujourd'hui, la commission électorale indépendante, qui était le fruit d'un consensus en 2014, n'est plus le fruit d'un consensus. Et une partie des Ivoiriens ne se reconnaissent, n'ont plus confiance à cette commission électorale indépendante. Et de trois, il y a l'arrêt de la Cour africaine qui a été prise, qui fait injonction à l'État de Côte d'Ivoire de revoir la composition de la commission électorale indépendante. Et donc, tous ces différents aspects mis en cause, et puis le fonctionnement des commissions locales pose problème. Si nous prenons ces 4 critères, donc il est important qu'il y ait une révision, il y ait une réforme de la commission électorale indépendante. Mais notre approche est différente pour nous. C'est l'occasion pour nous de voir la réforme de la CEI, également de se pencher sur les textes qui vont régir les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Bien. Alors, vous parlez incessamment de la réforme des CEI locales, des sections locales de la CEI. Alors, vous avez posé le problème crûment, hein, la formation, le manque de, je vais dire, l'absence de la société civile et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez pour que les CEI locales fonctionnent bien et qu'on évite tout ce qu'on peut peut-être rencontrer au cours des élections? Pour nous, il est important de faire en sorte que les commissions locales soient des commissions véritablement outillées. C'est-à-dire que le renforcement des capacités, le choix des hommes aussi est un problème. Parce que nous constatons que dans les commissions locales, les gens désignés par les partis politiques, pour le moment, certains ne savent même pas écrire ni lire et qui n'ont pas de niveau conséquent pour pouvoir former des gens. Et également, faire le choix des personnes intègres. Et également, il est important que la commission électorale indépendante ait ses fonctionnaires dans ces localités-là, qui sont la cheville ouvrière de ces commissions locales, pour éviter un certain nombre de dérapages. Bien. Alors, donc, moi, je reviens toujours à la société civile, puisque vous êtes membre de la société civile. Oui. Vous avez constaté cela depuis 2014, depuis que vous existez. Est-ce qu'une fois, pendant les élections, on a eu des élections législatives, l'élection même présidentielle, on a eu des élections couplées récemment, une fois, est-ce que la CEI, est-ce qu'un membre de la société civile s'est levé pour dénoncer ces faits-là, pour dire aux partis politiques, mais tenez, vous tenez à des élections libres et transparentes, mais voilà, les personnes que vous assignez pour être dans les commissions locales de la CEI à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ne font pas l'affaire. Est-ce que vous avez une fois sur cette dénoncé question, ces faits-là? je crois que la poésie, après chaque étape du processus, produit un rapport. Mais ce n'est pas après chaque étape. Non, avant, vous le savez. J'arrive. Quand on produit un rapport, on le transmet à la commission et nous obtenons un rendez-vous pour échanger sur le contenu de nos rapports. Je peux vous dire qu'il y a des aspects que la CEI prend en compte pour améliorer. Parce que notre rôle, c'est de contribuer à améliorer le processus par les observations que nous faisons sur le terrain. Par exemple, je vous donne un exemple. Nous avons plusieurs fois interpellé la CEI à faire en sorte que la révision de la liste se fasse dans les différents lieux de vote. Là, ça permet de raccourcir, ça permet de rapprocher davantage les différents lieux de vote des électeurs. Et cela a été pris en compte. Mais nous, chaque fois, nous interpellons la CEI. Oui, M. Sindou Bambala, vous interpellez la CEI, mais est-ce que vous faites, je vais dire, une sensibilisation de façon sur le plan national pour dire aux partis politiques, pour dire aux Ivoiriens qui veulent savoir ce qui se passe effectivement dans les CEI locales? Parce qu'en fait, souvent, la CEI centrale n'a pas trop de problèmes. C'est dans les CEI locales qu'on voit qu'il y a peut-être des violences, qu'il y a bourrage d'une, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. C'est dans ces CEI locales-là. Est-ce que vous avez fait une conférence une fois pour dénoncer? Ici, les observateurs pensent plutôt que le mutisme de la CEI, de la société civile, peut être un réel problème. Non, la société civile ne s'était pas... Il arrive qu'elle dirige la CEI. Non, non, nous ne nous taisons pas parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, nous dénonçons. Quand nous interpellons la CEI sur le comportement des commissaires au plan local, ils vous disent que ce n'est pas eux qui désignent les représentants des partis politiques dans les commissions locales, puisque à chaque élection, il y a une session. Et à chaque session, les partis politiques désignent des gens. Ce que je suis en train de demander ici, c'est que les Ivoiriens veulent savoir. Si vous dénoncez, vous interpellez la CEI ne réagit pas. Vous interpellez les partis politiques ne réagissent pas. Mais vous pouvez faire une conférence publique pour dire aux Ivoiriens... Je vous donne un exemple. Voilà, lorsque nous avons abordé cette question une fois avec des personnes issues des partis politiques de la CEI, vous savez les réponses qu'ils nous ont données. On n'envoie pas les plus intelligents, les plus outillés des élections dans les commissions. On envoie des gens pour défendre nos intérêts. Voilà la réponse qu'on nous a donnée. Donc, pour remédier à cela,
nous avons l'opportunité cette fois-ci de demander que la commission au plan local ait une autre structuration. Donc, pour défendre les intérêts des partis politiques, autrement dit, ces personnes-là, pardonnez-moi, sont peut-être des personnes qui, comme vous avez dit, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, mais qui veulent seulement que le parti gagne. Et donc, si le parti ne gagne pas, alors elles sont prêtes à tout faire. C'est cela? C'est ce que ça veut dire. Parce que nous constatons que, par exemple, pour ces élections locales qui viennent de finir, la plupart des difficultés sont venues du manque de professionnalisme et d'intégrité des membres des commissions locales. Et cela constitue un véritable problème. Alors, vous avez commencé à mener des concertations, des rencontres avec les partis politiques, justement, qui veulent aujourd'hui voir une personnalité de la société civile diriger la CEI, ou encore une prédominance de la société civile au sein de la CEI. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pour nous, nous avons décidé, nous avons peut-être proposé que dans une de nos réformes, que la future commission électorale indépendante qui sortira des discussions soit composée de 13 membres. Sur les 13, il faut 7 représentants de 7 personnalités de la société civile qui aient une prédominance de la société civile. Cela pourrait garantir, cela pourrait permettre aux gens d'avoir confiance à cette commission. Parce que si la commission inspire confiance, on aura des élections apaisées. D'accord. Donc, on aura des élections apaisées. Le gouvernement commence à donner l'annonce pour le 21 janvier prochain, le démarrage du dialogue politique pouvoir-opposition. Alors, quand ces débats nationaux sur la réforme de la CEI commenceront, alors selon vous, quel est le délai convenable pour mettre en place la nouvelle CEI? Pour nous, d'abord, avant de parler des délais, il est important que ce débat soit inclusif, que tous les acteurs impliqués dans le processus soient pris en compte et les propositions soient synthétisées. Le débat le sera déjà, puisque, personne de nous ne peut le gouvernement convie déjà tous les acteurs politiques à ce débat-là, enfin à ce premier débat, parce que ce n'est pas le seul. Oui. Le 21 janvier, c'est le démarrage, je pense qu'il y aura d'autres dates. Alors, maintenant, la question que je vous ai posée, c'est quel est le délai convenable pour la mise en place de la peut-être nouvelle CEI? Pour nous, il faut qu'au bout du premier trimestre de 2019, tous ces débats prennent fin et que la nouvelle commission voie le jour pour commencer à se mettre au travail. Parce que vous mettez la commission centrale à Abidjan, il y a plus de 500 et quelques commissions locales. Donc il faut remettre en place toutes ces commissions et commencer à outiller ces commissions. Et donc cela peut prendre se mettre en place après la fin du premier trimestre et que l'année 2019 soit consacrée au renforcement des capacités des commissions locales afin qu'ils soient outillés pour être prêts pour d'abord la révision électorale de 2019, la révision de 2020 et faire l'élection, le processus de 2020. Alors, on espère bien que les débats se dérouleront très bien, mais au cas où les débats s'enlisent, qu'est-ce que vous préconisez? D'abord, nous ne souhaitons pas que le débat s'enlise, mais pour éviter que le débat s'enlise, il faut que tout le monde soit impliqué dans le débat et que les avis des uns et des autres soient pris en compte pour avoir une synthèse, un consensus qui va nous permettre de mettre en place cette future commission. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'inviter les différents acteurs politiques à être plus réalistes et à tenir compte des différents aspects, des observations, des différentes missions d'observation, parce que nous avons eu la chance d'observer ce qui s'est passé. Et donc, il est important que tous les avis soient pris en compte afin d'avoir un consensus et que tous les gens n'ont pas le sentiment que tout est préparé d'avance et que tout le monde sente que nous avons contribué à mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante. Mais justement, l'actuelle commission électorale indépendante est le fruit d'un consensus. Nous le savons très bien, les Ivoiriens le savent, mais cette CEI-là est contestée. Aujourd'hui, on a bien peur que la nouvelle CEI, enfin la future CEI, ne trouve pas de consensus. On ne trouve pas de consensus autour de cette nous allons trouver un consensus à condition qu'on accepte d'inverser l'ossature. Quand on parle d'ossature ici, je vous donne un exemple. Il y avait le bloc RHDP, le bloc ancien LMP. Après, vous avez vu qu'il y a eu AFD, le bloc RHDP, où le PDCI y était. Le PDCI ne se reconnaît plus dans le RHDP. Donc le PDCI met en cause la commission électorale indépendante, qui est dirigée par le représentant du PDCI. Donc, il faut changer l'ossature et permettre à d'autres structures, à prédominante société civile, pour ne pas que quand il y a des accumulations au niveau des grands blocs politiques, ça agisse sur le fonctionnement et ça fait que les gens ne se reconnaissent plus à la commission. Alors, qu'est-ce que vous proposez en tant que PO ici? Nous, en tant que PO, nous souhaiterions que
la commission soit composée de 13 membres, avec prédominance aux organisations de la société civile, et que l'équilibre soit fait devant les grands blocs politiques sur les 6 membres qui restent. Bien. Alors, merci pour votre proposition et aussi pour vos réactions sur la réforme de la CEI, mesdames et messieurs. Monsieur Sendou Bamba est le coordonnateur de la POECI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu à Instant Vérité apporter ces précisions. Alors donc c'est la fin de Instant Vérité. Restez avec Alix et Marco et bien évidemment dans Matin Bonheur. Exactement. Merci à la sémillante Gabrielle Zani pour toutes ces questions qu'elle a posées et puis ces éclaircissements avec l'invité du jour. On partira pour une brève réclame et Régis Kofi sera là pour son dernier flash intercellulaire. Le point de l'actualité internationale à présent. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette édition. En France, le bilan de la violente explosion survenue samedi dans le centre de Paris s'est alourdi à 4 morts après la découverte hier d'un corps d'une femme dans les décombres où les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre pour déblayer les bâtiments endommagés. On reste en France. Les élections européennes de 2019 se déroulent le 26 mai prochain afin d'élire les 79 députés européens représentant la France au Parlement européen. Lors d'un discours ce dimanche à la Maison de la Mutualité à Paris, Marine Le Pen a lancé sa campagne pour les élections européennes. L'enjeu est clair. Il s'agira de battre Macron, a affirmé la présidente du Rassemblement national. Suivez. Du 26 mai 2019 offre l'occasion de dénouer la crise politique née de l'aveuglement, de l'intransigeance, du mépris de classe, de la spoliation fiscale et de la déconnexion humaine d'un président dérangeant dans ses attitudes, inquiétant dans ses comportements, incompétent dans ses fonctions. Alors, pour les électeurs, l'enjeu sera clair. Il s'agira de battre Macron. César Battisti, ex-activiste d'extrême gauche italien, condamné à perpétuité en Italie pour 4 meurtres, est attendu aujourd'hui à Rome, où il doit être emprisonné après avoir été expulsé par la Bolivie. L'avion qui doit le ramener en Italie a décollé hier à l'aéroport international de Santa Cruz, où il avait été capturé samedi après une cavale d'1 mois. La technologie fait encore des miracles et des heureux. Une application redonne la voix aux cancéreux de la gorge. Regardez. Vlastimir Gular a perdu sa voix après une opération pour un cancer de la gorge il y a 1 an. Mais grâce à une application développée par 2 universités tchèques, il est à nouveau capable de parler. Notre projet est unique, car nous essayons de créer une voix synthétique sur mesure pour chaque utilisateur. L'application a été conçue pour les personnes sur le point de perdre leur voix en raison d'une laryngectomie ou ablation du larynx, une intervention classique pour combattre un cancer avancé. Avant l'opération, les scientifiques enregistrent le patient qui lit autant de phrases que possible. Ils utilisent ensuite des modèles statistiques pour créer un discours synthétique qui peut être joué sur portable ou tablette. Yana enregistre sa voix avant une opération à la gorge. Si j'ai un problème et que je ne peux pas parler avec ma propre voix, j'aimerais que mes jeunes enfants entendent encore ma voix et pas celle d'un robot. Idéalement, les patients doivent enregistrer plus de 10 000 phrases pour fournir aux scientifiques suffisamment de matériel pour produire leur voix synthétique. Mais le cancer exige souvent un traitement rapide et les patients manquent alors de temps et d'énergie. Vlastimir, lui, n'a réussi à enregistrer que moins de 500 phrases avant de se faire enlever le larynx. Et s'il peut appeler cette voix la sienne, il reconnaît qu'il était stressé lors de l'enregistrement et est plutôt mécontent de la qualité. J'ai subi une laryngectomie totale, 23 jours après le diagnostic.
Les scientifiques espèrent que les patients seront bientôt en mesure d'enregistrer leur voix chez eux grâce à un site internet aux instructions détaillées. Certains chercheurs rêvent même d'un appareil directement implanté dans la trachée qui pourrait parler avec la voix du patient. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Alix et Marco pour la dernière ligne droite de Matin Bonheur. Merci beaucoup à vous, très cher Régis Kofi. Vous avez le droit maintenant d'aller prendre un bon petit déjeuner copieux avant la conférence de rédaction. C'est à 9 h hein, du côté de la direction de l'information qu'on salue très respectueusement et qui nous présentons nos salutations les plus ajustées. Bon début de semaine à toutes et à tous. We're going to speak English right now. On va parler anglais maintenant dans quelques minutes avec Yves Couillot. C'est un passionné d'anglais. Il lutte depuis des années maintenant pour que l'anglais soit vraiment pas seulement une langue qu'on apprend au lycée en passant, mais un état d'esprit. C'est-à-dire parler anglais, comprendre anglais, appréhender tout ce qui est anglophone parce que it's an international language. C'est une langue internationale incontournable. J'espère que je prononce bien. Il sera avec nous tout de suite, mais juste avant, vous connaissez le rituel de la matinale et de chaque élément. Il y a d'abord une thématique illustrée. C'est parti. L'anglais est devenu la langue la plus utilisée dans le monde du travail et pour la communication internationale. L'importance de l'anglais se situe au niveau des entreprises parce que c'est la langue des échanges internationaux, c'est la langue officielle pour plus de 2 milliards de personnes et c'est la seconde langue, c'est-à-dire la langue étrangère pour plus de 700 millions de personnes. C'est également la première langue pour des domaines qui sont très importants dans la vie de tous les jours. Je vais parler du commerce, je vais parler de la communication, je vais parler de la science, je vais parler des technologies. Tout cela fait que l'anglais aujourd'hui est incontournable en entreprise. Côté historique, cette langue indo-européenne germanique est originaire d'Angleterre. Sa syntaxe et sa grammaire ont été modifiées par le français anglo-normand puis par le français. Maîtriser l'anglais aujourd'hui n'est pas qu'une simple option. Cette compétence est parfois obligatoire pour intégrer une entreprise ou pour y évoluer au plan carrière. Mais elle est aussi indispensable pour conclure une affaire avec d'autres entreprises étrangères. L'entreprise dans laquelle je suis, c'est une entreprise internationale. Et donc la langue qui nous réunit, c'est l'anglais. Donc il y a plusieurs nationalités. On est obligé de parler l'anglais pour pouvoir se comprendre. Donc sans anglais ici, je n'allais pas pouvoir d'abord intégrer l'entreprise et je n'allais pas pouvoir faire le travail que je suis en train de faire. Pour une entreprise qui n'a pas d'employés qui parlent l'anglais, c'est vraiment difficile. Parce qu'on a souvent des investisseurs qui ne comprennent que l'anglais. Moi, je travaille sur un projet qui est une application russe. Et donc, pour échanger avec certaines personnes, avec certains de mes supérieurs hiérarchiques, on a dû faire des échanges en anglais. L'anglais doit être normalement la base du langage en entreprise. L'anglais est devenu un impératif pour une carrière professionnelle réussie. Et dans la majorité des cas, l'apprentissage est plus aisé dès l'école primaire, mais les conditions sont-elles réunies? Il faut donner la place que l'anglais mérite. En tout cas, dans notre système éducatif, il faut que l'anglais ait toute sa place pour que nous puissions aider nos entreprises à s'en sortir, mais pour aider aussi les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour développer leur carrière, développer les entreprises, développer nos États. Apprendre et maîtriser l'anglais, mais lequel? L'anglais britannique, américain, ghanéen? Et voilà, de retour, on a déjà commencé les échanges en anglais, mais on va les poursuivre en français pour vous, ne vous inquiétez pas. Ne pas vous faire rire. Ne vous inquiétez pas, on est donc en compagnie de notre cher invité, Monsieur Yves Couillot. Bonjour. Hello, how are you? I'm fine, What and about you? Great, everything is fine. Okay. What you feeling right now? Here? Well, I'm happy to be able to speak to you, and I'm happy about your English level is good. I'm also happy to speak to the whole nation, motivate the whole nation. À toute la nation, et espérez vous motiver pour vous adonner à l'anglais. Donc, il est expert traducteur et directeur des stratégies d'apprentissage, bien évidemment en anglais. La thématique du jour, c'est l'anglais en entreprise, la vision managériale et les compétences didactiques. On va essayer de mixer tout ceci là pour avoir, en tout cas, à la fin, une bonne substance pour parler l'anglais en entreprise. So, first question, Yes, première sir. question. Pourquoi apprendre l'anglais aujourd'hui en 2019? En 2019, le marché se charge de nous imposer qu'on n'a pas le choix. Le marché du travail en Côte d'Ivoire a significativement changé.
ça fait qu'on n'a même pas le choix. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'autre. La réalité s'impose à nous. Je disais qu'au début, quand on entendait le mot bilingue, c'était un mot à côté du mot secrétaire. Secrétaire bilingue. Mais aujourd'hui, dans les demandes d'emploi, on demande des pharmaciens bilingues, des médecins bilingues. Des comptables bilingues. Alors, il y a une histoire qui court sur les réseaux sociaux. On demandait à un vigile qui allait travailler dans une organisation internationale d'être bilingue. Il a demandé, mais est-ce que les voleurs parlent anglais? Bien répondu, mais bon, il devrait aussi s'y mettre, hein, parce que ça lui donne une valeur ajoutée. Justement, parlant de valeur ajoutée, est-ce qu'il n'y a pas de discrimination entre ceux qui ne parlent pas anglais et ceux qui parlent anglais au sein de l'entreprise? Oh, est-ce qu'on va refaire le monde? Quand celui qui crée sa compagnie à Abidjan vient d'Australie ou d'Inde et que pour rien au monde il ne veut apprendre le français, il est déjà en train de dire que c'est apprendre ou à laisser. Donc, la discrimination, elle est inhérente à la vie. Donc, il faut peut-être prendre les choses comme elles se présentent et se préparer par l'apprentissage de l'anglais à saisir l'instant qui passe. Il y a un système en Côte d'Ivoire qui nous a appris quand même à avoir un bon niveau en anglais. Dans les classes de terminale, de seconde, on a un bon niveau. Mais vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que c'est suffisant pour écrire et lire. Mais après, l'anglais, ce qui fait son charme, c'est le contact. J'explique dans mon livre que nous avons appris avec les yeux, alors qu'il faut apprendre avec les oreilles. C'est quand on a appris avec les oreilles qu'on est capable de parler. Et la réalité, c'est que beaucoup de gens ont un certain niveau en terminale qui baisse pendant tout le temps de leurs études parce qu'ils se concentrent sur les finances, sur les ressources humaines, sur le sujet qu'ils ont choisi. Et puis, 4 ans après, 5 ans après, ils se souviennent de l'anglais. Donc, ils se remettent à l'anglais, mais je dis en plaisantant que l'anglais est un personnage rancunier. Si vous lui avez cassé le cou, comme on dit dans le langage populaire, il vous attend dans une salle de recrutement pour se rappeler à votre bon souvenir. Vous l'avez abandonné quand vous étiez en terminale, il va vous rappeler, il va vous dire qui a mis l'eau dans Coco. Et justement, pour ne pas subir cette déconvenue avec l'anglais, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir son anglais à partir de la terminale et voir dans son cursus de formation en cycle supérieur? Alors, il faut comprendre déjà que celui qui sort de terminale avec un bon niveau d'anglais ne doit pas arrêter d'apprendre. Ce n'est pas parce qu'on fait des études en ressources humaines, des études en finance ou des études d'ingénieur. De toute façon, on ne peut même plus y échapper. Aujourd'hui, les grandes écoles, INHPB et tout le reste à Yamoussoukro, exigent qu'au final, on ait le TOEFL, qu'on ait le TOEIC. Ce sont des certifications américaines que même les écoles françaises imposent. C'est vous dire que le monde a changé. Donc, la réalité fait qu'on n'a pas le choix. On ne doit pas attendre de sortir. De la même façon qu'on ne doit pas attendre qu'on arrive au collège ou qu'on arrive au lycée pour parler anglais. C'est ça que nous essayons d'expliquer. On doit pouvoir parler l'anglais déjà. Or, les programmes qui existent ne le permettent pas vraiment. Mais si par contre, il y a un effort qui est fait, aussi infime soit-il, dans nos écoles primaires. Dans certaines écoles primaires, il y a l'informatique et il y a l'anglais de façon de plus en plus précoce. Est-ce que ce n'est pas une bonne piste déjà, M. Couillot? Je vous répondrai en anglais. That's a big joke. Pourquoi une grosse plaisanterie? Oui, parce que on saupoudre sur les annonces anglais et informatique dans la plupart des écoles privées. Allez voir ce que ça produit. Le niveau de formation. Ce que ça produit. Je veux dire, vous rencontrez l'enfant. Ah, tu fais anglais à l'école? How are you? I am fine, thank you. À part ça, qu'est-ce que l'enfant, pour qui on a payé un supplément d'anglais dans la scolarité, qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait dire? C'est contre ça que nous voulons un peu protester. Il faut ajuster aussi le mode d'éducation d'anglais. Mais je le dis. Ou y ajouter des voyages linguistiques réguliers. Je le dis. En immersion. J'explique. Beaucoup de gens ont étudié l'anglais, mais peu l'ont appris. Okay. Quelle est la différence entre étudier et apprendre? Dites-nous. On étudie avec les yeux. On apprend, on étudie, on sait écrire, on sait lire, mais on ne sait pas parler. La plupart de ceux que vous rencontrez en Côte d'Ivoire vous diront « Ce qu'ils disent là, j'entends, mais je ne peux pas parler. » Ils ont un peu comme un problème de rouille à ce niveau. Alors, comment on va dire dérouiller ça? Dérouiller les paquets, comme on dit dans le langage. Si vous voulez, oui, détendre le langage pour l'anglais, parce qu'il ne faudrait pas aussi être défaitiste, fataliste. Et encore, on peut toujours rattraper. Oui. Alors, il faut déjà qu'au niveau de l'entreprise, il y ait cette vision-là. Je veux dire, le chef, les patrons doivent comprendre que s'ils veulent gagner, ne serait-ce que dans la sous-région, Libéria, Ghana et plus loin, le plus gros marché, Nigeria, s'ils veulent gagner dans la sous-région, ils n'ont pas le choix. Mais on n'a même pas besoin de sortir. La sous-région et le monde viennent à Abidjan pour nous faire comprendre
que nous sommes cernés, si je peux dire ainsi. Donc, il y a déjà une vision qu'il faut renouveler. Comprendre qu'il faut former les gens. De toute façon, dans l'entreprise, les personnes qu'on a sont le produit d'autres investissements dans la formation. D'autres personnes, d'autres entités ont formé et les hommes et femmes sont là. Donc, le DG, les responsables d'entreprise doivent investir dans la formation en anglais. C'est un plus. Ça, c'est la formation, même dans les entreprises avérées. Il y a des entreprises de télécommunication, de communication qui n'ont même pas de traducteur en anglais. Quand il y a des reportages, des choses en anglais, on est obligé de courir, voir un peu, compter sur peut-être l'éducation. Ça, c'est toutes ces choses-là. Il faut les prendre en compte. Il faut les prendre en compte. Combien de sociétés qui ont un traducteur en anglais? En réalité, les sociétés même ne veulent pas avoir de traducteur parce que c'est des frais supplémentaires. Ils veulent que leurs employés parlent anglais. Mais ce n'est pas toujours qu'ils veulent investir dans l'anglais pour leurs employés. Donc, ils leur disent, tant qu'ils sont à l'extérieur, préparez-vous, faites les dépenses qu'il faut, mais venez-nous ici, tout prêt, tout cuit, speaking English. Bon, on a déjà vu ici sur ce plateau avec un autre expert pour la même thématique. Cela aussi relevait de la compétence de l'entreprise pour la formation continue de ses agents. Tout à fait. Vous savez, le métier de coach, le métier de formateur en entreprise, ça fait appel à de nouvelles compétences. Des compétences en andragogie, des compétences en motivation. Parce que l'adulte, vous ne pouvez pas le battre. Vous ne pouvez pas lui faire des histoires. Vous ne pouvez pas le punir. Vous ne pouvez pas le punir. Il faut pouvoir trouver au plus profond de lui-même les ressorts dont il a besoin pour pouvoir se motiver et aller de l'avant. Ça demande que ce ne soit pas quelqu'un qui, parce qu'il a été professeur de lycée ou professeur d'université, vienne enseigner l'anglais en entreprise. Non, ça ne marche pas. Monsieur Couillot, un exercice concret pour vous, parce qu'à Matin Bonheur, on le pratique. Alix a sa société d'import et sport qui emploie 70 personnes. Wow. Cette société d'import et sport qui bosse dans le négoce, le café, cacao, tout ça, doit apprendre l'anglais. Comment vous axez la pédagogie? Comment ça se passe? Très bien. Ça commence déjà par l'exemple. Si la patronne de l'entreprise parle déjà anglais, non. Elle ne parle pas. Donc, elle se met à l'anglais par son assiduité, sa persévérance et par l'exemple qu'elle montre, elle est en train de dire directement et indirectement à ses collaborateurs, nous n'avons pas le choix. Il n'y a pas exemple plus parlant que de voir la patronne aller assidûment au cours et être transformée. Vous voyez, on parle souvent de conduite de changement en entreprise, mais il n'y a pas plus bel exemple de conduite de changement que de voir le patron qui balbutiait être capable de s'exprimer facilement, librement en anglais. C'est déjà ça, l'exemple. Deuxième chose, l'organisation. Vous voyez, l'entreprise, par définition, est une machine à résultats. L'entreprise n'a pas 12 mois. Elle n'a pas 2 ans pour régler les questions d'anglais. Donc, s'organiser pour que l'apprentissage de l'anglais fasse partie des choses incontournables. Et en général, quand c'est fait, au bout de 4 mois, on commence à avoir les premiers résultats parce que la patronne parle anglais à ses employés, sans complexe. On fait des fautes, d'accord, mais... Il y a un jour dans la semaine où tout le monde parle en anglais. Voilà. Oui, par exemple, mais on va au-delà de ça. Oui, c'est cela. Et justement, pour se maintenir dans la pédagogie, on sait qu'il y a différents levels, différents niveaux. Comment cela devrait se faire en fonction des différents niveaux aussi de parler des uns et des autres? Alors, l'approche que nous avons, c'est déjà de tester les candidats pour être sûr qu'on sépare les femmes des filles, les garçons des hommes. C'est-à-dire que pour que les gens apprennent selon leur niveau et que le fait que quelqu'un qui est trop avancé ne démotive pas celui qui ne l'est pas exactement. Mais en général, on réussit un mix assez judicieux et on avance. Encore une fois, l'astuce, si on veut parler d'astuce, consiste à choisir des stratégies gagnantes. Une des stratégies gagnantes, c'est de mettre l'accent sur l'écoute. Moi, je dis souvent aux gens, on va avoir cours d'anglais, ce sera un cours d'anglais 0 papier. Ben, bien sûr, la personne qui a passé toute la journée à écrire et à pianoter sur son ordinateur, c'est ce qu'il veut entendre. Il n'a pas envie de repartir à la maison avec des exercices de prétérite et de gérondif. Ah là là, ça nous a traumatisé. Qui a envie de ça. Donc, c'est l'approche d'apprentissage. Quand on choisit les bonnes stratégies d'apprentissage, ce sont vos élèves, ce sont vos apprenants qui vous courent après. Ils aiment apprendre, Absolument. Ils intègrent ça c'est vrai. Absolument. Alors Yves Couillot, on dit que l'anglais coûte cher à la formation. C'est ça le problème. On veut bien apprendre tout ça en entreprise, mais les chefs d'entreprise ont peur parce que c'est onéreux selon eux. Est-ce que c'est vrai ou it's a big joke? It's again another big joke. Encore? Yes. Encore. En fait, dites-moi s'il y a une formation au monde qui coûte moins cher. En réalité, nous avons été dans une illusion parce que nous avions des systèmes subventionnés.
Depuis... Un mois, 250 000 minimum, me dit-on. 250 000 qui, s'ils sont... Non, dans notre cas, on vous donne 30 heures à 300 000. C'est-à-dire que ces 30 heures, vous les consommez sur 2 mois, 3 mois. Donc, on va dire en moyenne 100 000 francs pour 3 mois. Ça, c'est si vous faites bien votre boulot. Il y a des formules adaptées encore. Oui, bien sûr. On a aussi des formules pour les enfants, des formules pour les étudiants. Pour les seniors. Pour les seniors, pour tout le monde. Je veux dire, la chose la plus importante, en fait, et que je recherche quand je rencontre un apprenant, c'est est-ce qu'il veut vraiment apprendre? Parce que ce qui arrive aussi souvent en entreprise, quand la formation est financée, tout frais payé, personne... Il y a peu d'intérêt. Ben, je vous raconte l'histoire d'une société quelque part dans un pays, dans la sous-région, où le directeur s'est rendu compte que les gens traînaient les pieds pour venir. Donc, il a trouvé l'astuce d'avoir une liste de présence. Et puis, à la fin du cours, on donne 5 000 francs à chaque... Il faut un intéressement. À chaque participant au cours. Je ne vous dis pas la meute qu'il y a eu au cours suivant, n'est-ce pas? Les perdièmes. Oui, les fameux perdièmes. Les fameux perdièmes. On parle aussi de compétences didactiques. Oui. Parce qu'il faut parler, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi écrire parce que quand, après, dans une correspondance, on a une correspondance truffée de fautes, on peut avoir une autre image. Tout à fait. C'est-à-dire, il faut commencer par apprendre à écouter la langue, à l'absorber, à s'en saturer. C'est la clé. Vous savez, il y a une confusion qui fait qu'on pense que pour bien parler une langue, il faut l'écrire. Non. La plupart des langues du monde, je suis linguiste, je sais de quoi je parle, ma spécialité, c'est les langues africaines. La plupart des langues du monde, les langues d'Afrique, elles se parlent, elles s'entendent naturellement, mais elles ne s'écrivent pas. Est-ce qu'elles nous aident à bien parler l'anglais, soit dit en passant, nos langues africaines? Absolument. Elles créent l'espace qu'il faut. Si vous parlez déjà une langue de Côte d'Ivoire, c'est la preuve que vous pouvez parler une autre langue. Et au passage, c'est langue de Côte d'Ivoire. Je dis toujours que le meilleur laboratoire de langue, c'est le marché Gouraud. Le marché Gouraud, vous y allez, vous trouvez des gens qui n'ont ni tablette, ni cahier, ni ordinateur, mais au bout de 2 ou 3 mois, elles parlent 2 ou 3 langues. Et je dis langue, je ne dis pas patois, je ne dis pas dialecte. Parce que c'est ces mauvais noms qu'on donne à nos langues qui les mettent en situation d'infériorité. Il y a une langue, il y a 2 langues que vous parlez déjà. Donc l'anglais ne fait que s'ajouter. Il y a le français, il y a le malinké, il y a le baoulé. N'importe quelle langue nationale, n'importe quelle langue nationale que vous parlez est la preuve qu'il peut aussi parler une autre langue nationale d'un pays qu'on appelle l'Angleterre, qu'on appelle les États-Unis. Ce qui fait que de grands chanteurs comme Baïs Pinto peuvent chanter en BT, puis y mettre de l'anglais et ça sonne bien. Why not? Pourquoi pas, oui. Ça passe bien en tout cas. Alors, on se maintient encore dans l'anglais pour donner toujours envie aux uns aux autres. Comment trouver justement la force d'avoir envie? Parce qu'on entend, hein, anglais est dur, ça passe pas dans ma tête. Comment on fait? Alors, quand des gens disent ça, je leur pose toujours la question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez réussi dans votre vie? Bien sûr, nous avons tous des succès, mais tout le monde dit souvent le bac ou bien un diplôme. Alors, si vous avez réussi quelque chose dans votre vie, ça veut dire que vous avez élaboré en vous des stratégies de réussite. Je dis souvent aux gens que apprendre l'anglais doit être considéré comme un projet important. Même si c'est l'entreprise qui finance, même si c'est vous qui financez, vous devez y appliquer tout ce que vous avez appliqué avant pour réussir quelque chose. Sinon, nos vies deviennent un cimetière de projets inachevés et ce n'est pas bon pour nous. Donc, quand on a envie de réussir, on y met les moyens psychologiques et tout ça. Monsieur Couillot, concrètement, combien de temps un cadre moyen, je prends cet exemple-là, peut assimiler l'anglais rapidement? Représenter sa boîte, son entreprise, par exemple, avec un anglais fluent. Un anglais fluent. 30 heures, 200 heures? Je vous explique. Tout dépend d'où il commence. Sa base. C'est pour ça que je dis cadre moyen. Oui. Il a des bases. Il peut ne pas aussi... Il peut ne pas avoir de base. Non, non, là, dans ce cas-là, il a des bases. Il a des bases. Il a des bases sporadiques du terminal. Les soupçons. Ça. Les soupçons d'anglais. Des soupçons d'anglais. Genre du style how are you, fine, thanks. All right, all right. And you? Je peux dire simplement que pour les 35 ans que j'ai eu à pratiquer ce métier, au bout de 4 mois, pour quelqu'un qui est engagé, pour quelqu'un qui est motivé, il doit pouvoir s'en sortir. La difficulté au niveau de l'apprentissage de l'anglais n'est pas académique, elle n'est pas intellectuelle, elle est psychologique. Je vous raconte une petite histoire, l'histoire d'une dame qui vient me voir précipitamment et qui dit « Ah, il faut que je me mette en anglais ». Elle est amie et elle me dit, je lui dis « Mais pourquoi ?»
Il dit, tu sais, ton ami, ton frère travaille dans une institution internationale et les soirs, ils ont des cérémonies et il y a des petites filles qui tournent autour de lui et ils parlent en anglais. Bon, vous comprenez qu'on ne peut pas trouver meilleure motivation. C'est un problème de souveraineté familiale. Vous avez trouvé le mot. C'est une question de défense nationale. Donc il faut trouver la motivation, la motivation est la clé. Le déclic. Parce que s'il n'y a pas de motivation, ça devient rugueux, ça devient pénible. Mais avec la motivation, il y a une accélération. Speed, speed, speed. La motivation aussi peut être pression, obtenir une promotion, mais il faut d'abord au préalable parler l'anglais. Plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui avaient un entretien d'embauche dans 2 semaines et viennent me voir. Pourtant, depuis 3 mois, 4 mois, 1 an, on parlait de venir apprendre l'anglais. Mais non, ça ne démarrait pas. J'ai dû répondre à quelques-unes de ces personnes. Franchement, j'ai toutes les méthodes, mais l'anglais par perfusion, j'ai pas encore trouvé. C'est difficile. On n'a pas encore trouvé le lit pour mettre le patient dessus. Mais la motivation, tout tourne autour de ça. Merci beaucoup. Le mot est lâché. Motivation. En tout cas, on espère que cet entretien-là vous aura motivé. En tout cas, nous, on a été très heureux d'être en votre compagnie et pour punir quelqu'un. La conclusion, j'ai confiance de cette émission en anglais avec Alix Kokola. Thank you, Mr. Govoy, and have a good journey, everybody. And happy birthday to you, Mr. Armand Desamours, for your 1 year. Bye. Allez, bye, bye. Bonne digestion. Ciao, ciao.